Bonjour et bienvenue dans Connaissez-vous. On va vous proposer de passer par du jazz, de la littérature et de la bande dessinée aujourd'hui. Le jazz avec Maxime Blaisin, guitariste qui viendra présenter son nouveau projet. La littérature, on ira du côté d'Émile Verhaeren pour la publication d'un recueil de nouvelles de ce grand poète belge. Et puis la bande dessinée avec Aurélia Orita qui nous racontera son rapport à la nourriture et aussi le passage de la maladie dans sa vie. Une très grosse et très belle bande dessinée qui s'appelle La vie gourmande. Emmanuel Philippe viendra nous dire quelques mots dans le micro ouvert. On est parti. Bonjour Maxime Blaisin. Bonjour. Comment doit-on vous présenter ? Déjà, je peux m'asseoir ? Ah oui, de l'autre côté alors, si vous voulez vous asseoir. Oui, voilà, parfait. Parfait. Donc la question, pardon. Comment doit-on vous présenter ? Mais comme musicien en fait. Voilà, comme musicien et mélomane, parce que si je fais de la musique, c'est parce que je suis un amoureux de la musique. Ouais. Guitariste ? Oui. Jazz ? Oui. Jazz ou jazz brésilien ou jazz world music ou... Non, pas jazz world music. En fait, j'ai commencé la guitare par le rock comme la majorité, je pense, des guitaristes. Et à 18 ans, je suis parti habiter au Brésil. Et donc, c'est là que j'ai commencé à étudier de manière plus sérieuse la musique. Et je me suis inscrit dans une école de musique de Jan Guest en fait, et j'avais cours avec Nelson Fari, qui est devenu un peu un maître de la guitare brésilienne dans le monde comme prof. À l'époque, il était très jeune, il avait 26 ans, et donc j'ai été vraiment baigné dans un chaudron, j'ai envie de dire, une émulation quand j'étais à Rio, où je suis vraiment rentré dans la musique, disons, plus sophistiquée que le rock. Je mets plein de guillemets parce que ça veut rien dire, mais en tout cas, plus complexe, on va dire. Et du coup, en fait, je me suis aussi intéressé au jazz. Et donc c'est pour ça, moi, c'est un peu lié. Et c'est pour ça que je dis pas world music, parce que c'est vraiment la musique brésilienne, le jazz brésilien, et la samba et la bossa, et en fait tous les styles musicaux du Brésil, puisqu'il y a le forró, le frevo, il y a énormément de styles qui ne sont pas du tout joués ici. Et puis le jazz, qui en fait est aussi un peu tous les styles de jazz, parce que comme je l'ai dit, je suis mélomane. Et donc j'écoute vraiment de tout, quoi. Ouais. Il y a ce voyage donc à Rio de Janeiro, il y en a un autre un peu plus tard à Boston aussi, hein ? Oui. Exact, sous l'invitation de Stéphane Mercier, donc quelques années après, donc j'étais au Jazz Studio en revenant. Jazz Studio, c'est à Anvers. À Anvers, voilà. Et donc j'avais cours avec Pierre Van Dormael, Pierre Vaiana en ensemble, Chris Yoris, Maria en ensemble aussi. Et Stéphane Mercier était parti étudier à Berkeley, et donc j'ai été à Boston là-bas, et donc j'ai un peu suivi quelques cours là-bas, et c'était vraiment super, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on vous connaît plutôt effectivement pour ce côté brésilien. Vous avez joué avec des grands noms, Toots Thielemans entre autres. Ouais, c'est marrant parce qu'au Toots Jazz Festival, à La Hulpe, il y a quelques années, j'ai eu la chance de jouer et de chanter, en fait, parce que je chante aussi. J'ai pas encore sorti de disco chant, mais ça va pas tarder. Et donc je chante en portugais, parce qu'aussi j'aime vraiment beaucoup la chanson, quoi. Et donc oui, j'avais partagé la scène avec Toots Thielemans, mais j'ai aussi joué cet été avec un de mes musiciens préférés au monde qui s'appelle Hamilton de Holanda, qui joue de la mandoline, et on a joué au Dinan Jazz Festival. Et c'était... Alors, vous venez pour un nouveau projet et un album qui s'appelle Organic Matters. C'est pas de la musique brésilienne, on revient plutôt là, vers le jazz un petit peu plus classique. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un petit extrait d'un concert que vous venez de donner pour le lancement de cet album qui sort dans les prochains jours.
Voilà, petit extrait d'une captation, c'est tout récent, hein, c'était au Rideau Rouge à Lannes, le prochain concert, présentation de l'album, ce sera mercredi prochain, ce sera le 5 octobre à la Jazz Station à Saint-Josse. Un mot sur les musiciens qui vous accompagnent, parce qu'on vient d'entendre notamment un solo ou une partie de solo de Igor Geono qui est au clavier. Comment vous l'avez choisi? Pour autant que ce soit vous qui l'ayez choisi. Oui, c'est moi qui l'ai choisi. Igor, je le connais depuis très longtemps en fait. Je crois que la première fois qu'on a joué ensemble, il avait 17 ans. Un concert privé. Et puis voilà, c'est devenu un ami. Vous fonctionnez comme ça beaucoup à l'amitié? Non. Vous pourriez jouer avec des musiciens que vous n'aimez pas? Oui. Sans problème. On ne va pas citer de nom, je vous mets à l'aise. Je le fais parfois. Non, oui, non, parce que moi, ce qui importe le plus, c'est la musique. Mais c'est vrai que quand il y a la musique et en plus l'amitié, c'est vraiment très très chouette, quoi. Et donc Igor, ouais, c'est devenu un ami. Victor, bon là, en l'occurrence, c'est 3 amis, donc c'est pas très compliqué. Là, c'est Victor Foulon, mais en fait, il y a Cédric Raymond à la contrebasse sur l'album. Voilà, et c'est Daniel Yonkers à la batterie. Voilà. Ouais. Et ouais, donc je les ai choisis. Hein. En fait, c'est ça aussi qui est super dans le jazz, c'est qu'on rencontre énormément. En fait, on se connaît tous. On va un peu tous dans les mêmes écoles, on va dans les mêmes jams, on se croise dans les festivals, etc. Du coup, on connaît, tout le monde se connaît, quoi. Ouais. C'est important de souligner quelque chose. Igor Geono, il joue du piano Rhodes, hein, donc un piano électrifié un petit peu, qui donne un son très particulier. Il y a beaucoup de swing dans cette musique-là. C'est un petit peu différent de ce que vous faisiez jusqu'à présent, non? Ouais. Oui, c'est relativement différent parce que voilà, j'évolue et puis c'est vrai que moi, quand j'ai découvert le jazz, j'ai vraiment adoré écouter toute la période années 60, Blue Note avec Wes Montgomery, Hank Mobley et puis Miles, etc. Et j'en ai pas du tout fait le tour parce qu'en fait c'est immense la production et je crois que je m'en lasserai jamais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui en jazz j'écoute plus Peter Bernstein, Larry Golding, enfin un peu toute cette mouvance-là et Scofield, qui reste un jazz moderne mais quand même très accessible parce que moi je veux toujours mettre une certaine simplicité. Il y a une touche de funk aussi un peu. Ah oui, mais ça c'est depuis toujours parce que j'adore. J'adore la funk en fait. Souvent on me dit soul et en fait je préfère la funk, ouais. De funk et de comment dire c'est tellement plus large que la funk aussi parce que j'essaye de mettre même un peu dans les compositions parfois de la musique classique, enfin en tout cas dans la manière de composer, de la pop, de la funk. Je crois que j'essaie de vraiment aujourd'hui, là je suis arrivé à la maturité, j'espère, où je fais un peu une synthèse de tout ce que j'aime, mais sans vraiment réfléchir quand je compose. Donc je me dis pas, je me laisse vraiment aller. Et c'est vrai qu'en fait, finalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver dans cet album parce qu'il y a énormément de choses mélangées. Alors cet album, il sort maintenant. Petite particularité, c'est que vous êtes devenu votre propre producteur, votre propre éditeur. C'est-à-dire que vous avez une maison de disques qui s'appelle Orphena Music. Vous faites quasiment tout seul? Je fais tout seul. Ouais. Ça prend combien de temps de produire un album tout seul? Ah ben, ça dépend quel album. C'est inquantifiable. Et ça vous intéresse cet aspect-là de choisir la pochette, de trouver des distributeurs, de passer des accords avec les sociétés de streaming, etc. Oui, j'adore. Vous n'avez pas envie de déléguer ça à quelqu'un d'autre? Non, parce qu'en fait, je l'ai fait. En fait, j'ai eu un studio. Je suis aussi ingé son. Et j'ai eu un studio pendant 16 ans. Et donc, je connais très bien. J'ai enregistré 43 albums en tant qu'ingé son. Et puis, j'ai fait des assez grosses productions. Pour Anne Ducrot, chanteuse française, qui est une chanteuse de jazz en fait, mais qui s'est fait connaître parce qu'elle était, à la, je ne sais plus comment ça, The Voice ou Star Academy, je ne sais plus. Enfin, donc c'était sur Naïve, etc. Et donc c'est des expériences. J'ai engrangé beaucoup d'expériences, et je me suis dit aussi avec toute la transformation du marché du disque, que je pouvais, je pense, et d'ailleurs c'est ce que je fais, j'ai trouvé une certaine place. Après, c'est énormément de travail, mais c'est un travail qui me plaît. Donc, Alors, vous êtes Scarbécois. Oui. Donc, Organic Matter, si on s'adresse à Orphena Music, on peut le télécharger, on peut le commander, on peut le streamer, il se trouve partout? À partir d'aujourd'hui, il se trouve
Alors, en tout cas, pour l'instant, on va pouvoir le télécharger sur Orphéna Music. Ouais. Donc payant, parce qu'aussi j'essaie de trouver d'autres moyens de rentrer parce que comme tout le monde le sait, l'industrie musicale a énormément changé ces 15 dernières années et sur les plateformes de streaming, nous ne sommes pratiquement pas rémunérés. Donc il faut essayer de trouver des stratégies. Donc je le sors d'abord en téléchargement, il va arriver en physique après et il sera sur les plateformes de téléchargement à la fin de ma tournée. Donc qui sera après le 3 novembre. Donc, voilà. J'essaie de ne pas tout mélanger. Donc, étape par étape. Et pour ceux qui aiment le physique, on peut le commander, vous l'envoyez par la poste sur le site de votre société. La tournée, c'est notamment, donc, on l'a dit, le mercredi 5 octobre à la Jazz Station. Et puis après, vous allez tourner un petit peu en Wallonie et vous terminerez par la ferme du Biérot à Louvain-la-Neuve. Ça, ce sera le 3 novembre. On a beaucoup parlé de Brésil. Je voudrais qu'on fasse un petit retour en arrière pour qu'on se rende compte de ce que ça veut dire, Maxime Blézin et cette atmosphère brésilienne. Vous avez dit que vous chantiez, que vous n'avez pas encore sorti d'album. On va voir si ça va vous encourager à le faire. Criado noutro mundo, por acaso parei no Rio de Janeiro, que é bonito, de Cosmivela até Corcovado. Gritei no Fla-Flu, andei lá no morro e chorei no Império Serrano. Namorei tudo apaixonado, é a cidade que eu amo tanto, a grande sorte do meu destino. Sou do Rio. Amigos de Madureira, de Lagoa e Ipanema, saudade pagodeira. Sou carioca, sou do samba. Sou carioca, sou do samba. Sou carioca, sou do samba. Maxime Blézin, ça a quelques années, hein. C'est pas Bonne surprise. Ouais, petite surprise, vous n'étiez pas au courant. Ça vous fait plaisir de vous revoir ou vous n'aimez pas ça? Ah si, non, j'ai aucun problème. Non, c'est très marrant parce qu'en fait j'étais en vacances dans une magnifique maison, comme vous pouvez le voir, dans la Drôme. Et voilà, j'avais juste... c'était la nuit et ma famille dormait et je ne dormais pas. Et donc j'ai enregistré ça, mais voilà. C'est marrant. Donc ça, c'est le Maxime Blézin brésilien vers lequel j'imagine que vous reviendrez bientôt. Mais donc pour l'instant, on est dans une autre période, qui est la période jazz, avec donc ce nouvel album Organic Matters dont on vient de parler. Je voudrais que vous regardiez sur la gauche, sur la banquette. Il y a 2 livres. Vous allez prendre le premier. De quoi s'agit-il? Des contes de minuit. Ouais. Et donc ça a l'air d'être... Et autres nouvelles. Ouais. Et qui est l'auteur? Émile Verhaeren. Ouais. Alors, je ne vais pas vous présenter Émile Verhaeren, ça ne va pas être possible, mais je vais vous présenter l'homme qui est derrière cette édition. C'est Christophe Moré qu'on accueille maintenant. Christophe Moré, présentez-vous, expliquez-nous qui vous êtes, puisque vous n'êtes pas Émile Verhaeren. Je ne suis pas Émile Verhaeren, et tant mieux, sinon je serais mort depuis belle lurette. Je suis premier assistant aux archives et musées de la littérature. Alors dit comme ça paraît très ronflant. En fait, je suis une espèce de scientifique pour la littérature, si tant est qu'on puisse imaginer ça. J'ai longtemps enseigné et puis je me suis plus dirigé vers la recherche en littérature. Et voilà, entre autres choses, je viens de commettre cette édition. Voilà, alors, commettre cette édition, il faut expliquer un petit peu, parce que donc, ce sont des textes qui sont connus, qui ont déjà pour la plupart été publiés. Oui. Votre travail, c'est quoi? C'est de les rassembler, de les remettre en forme? Mon travail, c'est de les rassembler, de les mettre en forme, mais en fait, dans le cas très précis de cette édition, c'est aussi de les retrouver. C'est-à-dire que
du vivant de Verhaeren, il n'a publié qu'un seul recueil de contes, les Contes de minuit, justement, en 1884, donc il est encore au tout début de sa carrière. Et il publie ces 3 contes qui ne vont pas avoir un succès extraordinaire. Et du coup, il va, par la suite, continuer à publier dans les journaux des nouvelles et des contes. Mais comme il voit que sa carrière poétique est en train de vraiment bien démarrer, contrairement à sa carrière de novelliste et de conteur, il va en quelque sorte ne jamais avoir exprimé la volonté de rassembler toutes ces nouvelles. Et donc, ce n'est qu'après la mort de Verhaeren, mort prématurée en 1916, que la veuve de Verhaeren, Marthe, avec le poète français René Arcos, se disent « mais on a de la matière là pour faire un livre ». Et donc, finalement, ils vont faire 2 recueils de nouvelles posthumes, d'une part Le Travailleur étrange et d'autre part 5 récits. Et en fait, depuis lors, c'est ces 2 recueils-là que tout le monde connaît et qui ont été réédités. Voilà. Et Sauf que, en fait, ces recueils-là, c'est ce que Marthe avait retrouvé des nouvelles que son mari avait publiées, mais c'était surtout à partir du manuscrit. Enfin, de ce qu'elle avait encore comme manuscrit. C'est qu'à l'époque, on publie surtout dans les journaux. Oui. Et donc, il y a une différence entre les manuscrits et ce qui est paru à l'époque. Et votre travail à vous, c'était non seulement de retrouver d'autres textes, mais aussi d'établir. Allez, rien n'est jamais définitif, même pas en littérature, mais d'établir une sorte de nouvelle édition. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'en fait, Marthe n'avait que les manuscrits qu'on possède aux archives et musées de la littérature, donc j'ai pu les consulter, mais j'ai retrouvé en fait des versions plus tardives où le texte avait changé. Et où parfois, en fait, voilà, il fallait retrouver. Et puis, de fil en aiguille, en voulant retrouver la dernière édition de chaque texte, parce qu'à l'époque, les nouvelles se publiaient, comme les poèmes, dans les journaux, enfin, surtout dans les suppléments littéraires, eh bien, de fil en aiguille, j'ai retrouvé des textes, en fait, qui avaient complètement disparu et qui avaient échappé même à l'attention des 2 biographes de Verhaeren, ce que j'ai trouvé assez excitant. Et puis, j'ai continué, évidemment, le travail jusqu'à, finalement, exhumer, on va dire quoi, 4-5 nouvelles qui n'avait plus été vraiment publiée, sauf une qui avait été publiée dans un livre scientifique sur Verhaeren, donc elle n'avait pas non plus... Ça ne circulait plus, quoi. Il y a une vingtaine de nouvelles au total. Maxime Blaisin, Verhaeren, ça vous remémore quelque chose, des souvenirs d'école, d'autres choses ? Ou on est en territoire inconnu? Non, je suis en territoire plus ou moins inconnu, mais au niveau territorial, c'est connu, parce que comme je suis scarbécois, et il y a une rue pas loin de chez moi qui s'appelle Émile Verhaeren. Après, je connais très très peu. Je connais son décès tragique. Oui, donc écrasé par un train. Ouais. Et puis, mais c'est la super occasion, parce que moi, j'adore lire. Et voilà. Je pense que dans une semaine, j'en connaîtrai beaucoup plus. Voilà, donc vous repartirez avec le bouquin. Christophe Meuret, on connaît Verhaeren pour ses poèmes. Donc là, c'est de la prose. Oui. Est-ce qu'on est dans les mêmes inspirations? C'est-à-dire que les poèmes de Verhaeren, on se rappelle qu'il a décrit la vie rurale d'un côté, la vie dans les grandes villes de l'autre. Oui. Quand il est en prose, c'est la même inspiration? C'est sensiblement la même inspiration. C'est-à-dire qu'on retrouve d'ailleurs les mêmes paysages. Souvent, enfin, la plupart des nouvelles sont quand même du côté de la ruralité, mais il y a quelques nouvelles, notamment les nouvelles espagnoles, qui, elles, se situent en ville. En fait, une ville d'ailleurs qui est anxiogène, un peu inquiétante, comme ça. Voilà. Ouais. Ça vous a surpris son écriture? Quand vous travaillez sur les différentes versions, est-ce qu'on est sûr que la version qui est dans le journal, c'est celle d'Émile Verhaeren? Est-ce qu'on ne se dit pas, tiens, il y a peut-être un journaliste ou un rédacteur en chef qui est repassé derrière et qui a trouvé, tiens, cette tournure de phrase-là, ça n'ira pas à mon lecteur, je vais la mettre autrement? C'est presque indéterminable, c'est-à-dire qu'il nous faudrait en fait les dernières épreuves, mais en général on laissait corriger les écrivains pour les poèmes, les nouvelles, etc. jusqu'au bout. C'est pas un éditeur, je veux dire, c'est pas un article de journal, ça reste quand même un travail d'écrivain. Donc, à mon sens, mais maintenant, voilà. Je ne suis pas sûr d'avoir retrouvé la totalité de toutes les nouvelles, parce que j'ai épluché un nombre de quotidiens et d'hebdomadaires absolument conséquent. Hein, ça a pris beaucoup de temps, mais je ne suis même pas sûr d'avoir tout retrouvé. On va peut-être encore exhumer d'autres nouvelles ou des versions qui sont la dernière version révisée par l'auteur. Ouais. Maxime Blaisin, je vous demandais de tendre son livre à Christophe Meuret, si vous voulez bien. Ouais. Et alors je vais demander à Christophe Meuret de choisir une des nouvelles et de nous lire les 4-5 premières phrases
jazz pour qu'on essaye de se mettre la musicalité de l'écriture d'Émile Verhaeren dans l'oreille. C'était pas prévu, je vous piège un peu, mais c'est ce qu'on aime bien faire dans cette émission. Je voulais dire aussi que l'édition était très chouette, le papier est super. Et une pochette mate comme ça, c'est un bel objet. Ouais. Et puis en plus, il y a une peinture d'Ansor. Voilà, en fait, j'ai profité qu'Ansor est dans le domaine public depuis très peu pour avoir ce portrait que je connais et qui n'était pas encore connu. Voilà. Mais je vais prendre le début de Visite à une fonderie d'art, qui est une des nouvelles parmi d'autres. Dans l'atelier, les fours ronflaient en ligne. Des pierres les fermaient, mais la poussée de la chaleur était telle que par les interstices sortait toute une violence de flammes verdâtres, striées de rose. Quand on alimentait les feux, une grosse fumée montait avec un bourdonnement intense, suivi d'un étouffement brusque. Et l'uniforme ronflement reprenait cours. La fonte devait se faire dans un hall voisin. Un bloc carré d'un ciment spécial contenait le moule. Il était placé au centre d'un trou que recouvraient des planches à hauteur du carreau. Au-dessus s'évasait l'entonnoir avec la quenouille plantée au milieu. Voilà, Maxime Blaisin, première réaction de ce que vous venez d'entendre. C'est marrant parce que la première réaction, je suis tout de suite plongé dans le 19e, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, si, je sais pourquoi. La description. Et voilà, la description, et moi j'aime beaucoup les auteurs du 19e, français, mais pas que français, russes et tous les autres. Et j'aime beaucoup la musique aussi, en fait, du 19e, et notamment de la fin du 19e, donc ça m'évoque plein d'images directement, et donc... je vais lire, c'est sûr. Ouais. Quand vous chantez, notamment, alors c'est du brésilien, donc du portugais, vous êtes attentif à ce que vous chantez, Maxime Blaisin? Ah oui, parce que je chante des compositions, donc je suis très très attentif, ouais. C'est-à-dire que c'est peut-être la différence, enfin... Le jazz aussi, quand on le joue, et c'est peut-être pas toujours compris par tout le monde, mais en fait c'est une narration. Instantané, c'est-à-dire qu'on improvise sur des accords et on est dans le narratif. Et les chansons, c'est quelque chose d'écrit, mais c'est toujours, pour moi, c'est le narratif, c'est vraiment primordial dans la musique, quoi. Ouais. Christophe Meuret, quand on parle de Verhaeren, on évoque aussi souvent son engagement politique, oui. Donc le socialisme de l'époque. Il était plutôt, lui, du côté des anarchistes, des libertaires. Oui. On retrouve ça aussi dans les nouvelles que vous avez retrouvées? Oui, tout à fait. Oui. On le sent, et on sent les ambiguïtés, parce que Verhaeren vient quand même d'un milieu très bourgeois, en fait, à l'origine, mais ses sympathies vont plutôt du côté d'une gauche radicale, de l'anarchie, etc. Sauf que voilà, on est entre les deux, et je pense que dans ces nouvelles-là, il parvient justement à conjoindre les deux. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que d'un côté, il y a cette critique du monde bourgeois, à travers d'ailleurs des moyens qui sont des moyens fantastiques. Parce que les nouvelles de Verhaeren sont souvent à la limite du fantastique, voire radicalement fantastiques. Donc on est vraiment... Et c'est par le fantastique qu'il critique le réel, en fait. Et le réel, c'est, entre autres, l'ordre établi de l'idéologie bourgeoise qui prévalait à la fin du 19e siècle en Belgique. Ouais, il a écrit dans des revues politiques aussi. Hein. Il a écrit dans des revues politiques aussi. Alors là aussi, il y a des choses qu'on a retrouvées, des choses qu'on n'a pas forcément retrouvées. Mais oui, il a écrit dans des revues anarchistes aussi. Il y a une des nouvelles, d'ailleurs, qu'il avait donnée. Elle avait déjà été publiée dans un autre organe de presse, mais il l'a donnée à un obscur feuillet anarchiste, et qu'il a republié. Et c'est une nouvelle qui a un petit côté anticlérical aussi. Donc tout ça vient un petit peu apporter de piquant. Quelque part. Alors on a fait allusion, donc son décès c'est pendant la guerre de 14, il est réfugié en France, dans la région de Rouen si je ne me trompe pas. Oui, en fait il n'est pas réfugié, c'est-à-dire qu'il vit à Paris à ce moment-là, enfin il vit à Saint-Cloud pour être précis, mais il fait le tour d'Europe en fait, il donne des tas de conférences, notamment contre la guerre, et c'est une de ces conférences en fait où il est à Rouen, il fait des conférences et des lectures de poèmes, et puis il reprend le train le matin, le quai est bondé, et puis voilà, il se fait pousser et il passe sous le train. Ouais. On rappelle qu'il est né en Flandre, mais issu d'une famille bruxelloise et qu'il est revenu à Bruxelles après. Hein. Oui, il est revenu à Bruxelles. Il habitait pas loin de là où j'habite d'ailleurs, ce qui m'amuse beaucoup. Bon, s'il n'avait pas eu le succès qu'il a eu avec ses poèmes, il aurait écrit davantage en prose?
Qui peut le dire. Mais il a quand même écrit, en fait, il a quand même beaucoup écrit en prose, mais de la critique d'art et de la critique littéraire, en fait. Et donc là, par contre, il a connu, non pas un succès, parce qu'on ne connaît pratiquement pas le succès comme critique d'art ou comme critique littéraire, mais par contre, il a fait ça toute sa carrière, quoi. Il n'a jamais arrêté. Et là, il y a une grosse matière. C'est mon prochain chantier, d'ailleurs. Ah, donc la suite, ce sera les critiques littéraires. Les critiques littéraires. Bah, allez, c'est une émission, on fait un petit peu de critique. Donc ça s'appelle Les Contes de minuit de Émile Verhaeren. Il y a une vingtaine de textes au total, hein, si je ne me trompe pas. C'est aux collections Espace Nord. Et c'est donc Christophe Meuret qui est l'auteur du recensement des textes, de leur mise en forme, et puis qui a également rédigé une postface où on essaye d'analyser un petit peu chacun des textes. Il y a une préface aussi. On va parler d'un autre ouvrage qui se trouve à votre gauche, Maxime Blaisin. Si vous le prenez, vous regardez la couverture. Est-ce que vous pouvez deviner de quoi on va parler ? J'imagine de nourriture, mais sans doute d'épicurisme et de plein d'autres choses. Ouais, vous n'êtes pas très loin. Est-ce qu'on parle de nourriture parfois dans l'œuvre d'Émile Verhaeren, Christophe Meuret ? Oui. C'est d'ailleurs assez intéressant le rapport aux gens qui mangent beaucoup et aux gens qui mangent peu. Ouais. Il était très ascétique lui-même, mais par contre, il se moque bien des gens qui profitent de la vie. Alors, on va parler de gourmandise maintenant, mais pas que de gourmandise. On accueille Aurélia Rita. Aurélia Rita, autrice de BD, je vous présente comme ça ? Oui, c'est parfait. Ouais. Est-ce que vous pouvez être plus complète si vous aviez envie de vous présenter à Maxime Blaisin et à Christophe Meuret, que vous ne connaissez pas, hein, j'imagine ? Non, mais je fais votre aimable connaissance aujourd'hui. Alors, je suis autrice de BD, mais si je veux préciser, je suis scénariste, dessinatrice et apprentie reporter BD. Ouais. C'est un peu difficile d'expliquer ce qu'est votre BD, parce qu'on est au croisement de la BD documentaire, de l'autobiographie, avec des choses très intimes, et puis il y a des côtés un petit peu oniriques qui vont nous emmener un petit peu en dehors de la réalité. Est-ce que je résume bien ? C'est parfait. Ouais. Effectivement, même quand j'ai fait des BD de reportage, j'ai toujours mis mon point de vue personnel, parce que je pense que voilà, il n'y a pas de point de vue neutre et universel, et il faut savoir d'où on parle. Et voilà. Et en plus, donc la vie gourmande raconte, voilà, c'est autobiographique et ça raconte pas mal de choses d'une année assez difficile pour moi et assez merveilleuse en même temps. Donc tout ça à travers le prisme de l'autobiographie. Ouais. Alors ça part de la nourriture, de notre rapport à la nourriture, et quand vous dites que c'est une année difficile, c'est parce que vous évoquez également un cancer du sein pour lequel vous avez été opéré, et vous expliquez aussi comment dans cette épreuve votre rapport à la nourriture et votre rapport au monde, d'une manière générale, a quand même beaucoup évolué. La gourmandise, c'est un péché que vous fréquentez, Maxime Blaisin ? Oui, c'est un des... Avec la musique, c'est une de mes passions, c'est ma deuxième passion. Ouais. Si je vous demande à tous les trois, la Madeleine de Proust, le plat qui, rien qu'en y pensant ou en prononçant son nom, va vous faire saliver. La baguette de pain. La baguette de pain. qui sort du four du boulanger. Ouais. Mais il faut qu'elle soit bien. Hein. Bien croustillante, avec la pâte vraiment croustillante et la mie chaude et onctueuse. Voilà. Maxime. Mais ça dépend du moment, et comme je vois qu'il y a un cèpe de Bordeaux, là c'est l'automne, Oui. et je vois qu'il y a un cèpe et j'ai une envie de cèpe, donc juste une petite omelette au cèpe là pour l'instant, et ce serait le paradis sur terre. Ouais. Christophe. Très belge, le stoump. Le stoump. Voilà. Magnifique. Vous savez ce que c'est, un stoump, Aurélia ? J'en ai mangé. Donc je sais ce que c'est, j'aime bien. Alors, on va discuter un petit peu de cette BD. D'abord, il y a des chefs. Il y a un chef avec lequel on va ouvrir cette BD, il y a un autre chef très célèbre, tous les deux, avec lequel on va fermer cette BD. C'est important de côtoyer, ça a été une des rencontres importantes pour vous. Donc c'est Pierre Gagnère au début, et c'est le chef de La Grenouillère qui est un 2 étoilé à la fin de votre ouvrage.
Oui, Alexandre Gauthier, qui est le chef de la Grenouillère. Mais effectivement, tout a commencé par ma rencontre avec Pierre Gagnère il y a quelques années. Je l'avais rencontré à l'occasion de ma BD précédente qui avait été scénarisée par Benoît Peters, comme un chef. Et Pierre Gagnère, on avait signé la préface. Et en fait, on a sympathisé et il m'a invité en fin 2018 à faire la carte de vœux de son restaurant. Et donc, elle était composée de dessins. Alors, parce que moi, j'aime bien. Alors, je parle de BD reportage, mais j'ai pris l'habitude de prendre mon carnet et de dessiner les gens sur place. Et moi, j'adore dessiner les gens au travail. Et donc, j'ai passé 6 semaines dans les cuisines de Pierre Gagnère à dessiner j'allais dire les musiciens. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose dans le ballet. Il y a vraiment, en plus, quand ils ont leur toque, quand ils sont habillés tout en blanc, il y a quelque chose de féerique. Et j'ai dessiné le ballet des cuisiniers et des serveurs, mais surtout des cuisiniers. Et dans le timing, c'est très musical en fait. Exactement. C'est une question de timing. Mais la cuisine, c'est quelque chose. Voilà, on peut rater un plat, même si on a les bons ingrédients, si on n'a pas le bon timing. Et d'ailleurs, vous faites une référence à un moment dans votre BD, et c'est un jeune garçon qui va dans un restaurant, il s'appelle Eli, et il y a de la musique de jazz. Et vous dites, la cuisine, c'est un petit peu comme du jazz. Vous vous rappelez exactement ce que vous avez écrit à ce moment-là? Je me souviens parce qu'en fait Pierre Gagnère aime beaucoup le jazz et c'est ce qu'il met dans ses, mais en petit fond sonore dans tous ses restaurants, je crois. Et donc quand je parle de l'épisode dont vous parlez, c'est un ami à moi qui s'appelle Eli et qui a eu un cancer à 13 ans. Et en fait, pour fêter sa guérison, je précise que je suis guérie aussi, parce que voilà, pour les gens qui me demandent mes nouvelles. Et donc, pour fêter sa guérison, à 13 ans, il a dit, parce qu'il habitait Saint-Étienne, qui était l'endroit du premier restaurant de Pierre Gagnère, il a dit à sa mère, moi, pour fêter ma guérison, je vais aller manger chez Pierre Gagnère. À l'époque, il avait 2 étoiles. À l'époque, c'était encore un peu abordable parce que c'était Saint-Étienne. Et en fait, je raconte cet épisode dans le livre qui est un peu une réduction. Alors, je vais encore parler d'opéra cette fois parce que La vie gourmande, je l'ai composée un petit peu comme un concerto ou une symphonie, ou peu importe. Et au sein de La vie gourmande, il y a un tout petit épisode de 20 pages qui s'appelle La vie gourmande d'Eli. Et en fait, c'est une réduction parce que il y a tous les ingrédients de la vie gourmande, la maladie, la cuisine et même les pâtes. Parce que Eli, il a envie de manger des pâtes, il a 13 ans, et c'est ça qu'il demande à Pierre Gagnère. Exactement. Et Pierre Gagnère a l'intelligence et la générosité de s'adapter au goût d'un garçon de 13 ans et il lui dit « Ah, tu veux des pâtes ? Je vais t'en faire, moi, des pâtes. » Et il revient avec des pâtes magnifiques. Ouais. Et alors, dans ce que vous écrivez sur le jazz, dans ce passage-là, c'est que y a tous les ingrédients. Il y a des ingrédients qui, à un moment, viennent devant et à un autre moment passent derrière et qu'on sent les différents ingrédients. C'est une belle définition de ce que peut être l'interaction entre des musiciens, ça, Maxime Blaisin. Ah ouais, c'est exactement ça, ouais. Ouais. C'est laisser la liberté à chacun de s'exprimer, enfin spécifiquement dans le jazz. Et en même temps être au service des autres musiciens et les autres musiciens à son service pour un objet final réussi, quoi. Parce que c'est comme un plat. Ouais. Alors, Aurélia, je voudrais quand même qu'on parle de ce cancer du sein parce qu'il est important. Il arrive à peu près au milieu de la bande dessinée. Enfin, allez, il est déjà un peu présent dès le début, mais il y a un moment très important. Ça a beaucoup changé. Donc, vous expliquez notamment quand on suit une chimiothérapie, on perd un petit peu le goût. Et ça a beaucoup changé votre rapport à la nourriture. Mais oui. Vous y revenez à la nourriture après, hein? En fait, j'ai eu 3 chimiothérapies parce que c'était un cancer du sein assez agressif et on ne savait pas trop comment le traiter, donc j'ai eu tout, quoi, l'artillerie lourde. Et l'une des chimios avait modifié mon goût d'un point de vue physiologique parce que j'avais toujours un arrière-goût métallique dans la bouche, donc effectivement, je goûtais plus les plats de la même manière, mais aussi d'un point de vue psychologique. Parce qu'il y avait des nourritures que j'adorais, comme l'avocat, je ne pouvais plus en manger. Il y avait des choses, on m'avait interdit le jus de pamplemousse, parce que ça fait des interactions médicamenteuses. Et du coup, j'avais comme une envie de femme enceinte de jus de pamplemousse. Et effectivement, La vie gourmande, en fait, ça parle du cancer, mais il y a assez peu finalement. J'ai choisi de le traiter d'un point de vue culinaire. Parce que d'une part, il y a déjà beaucoup de BD très réussis qui parlent du cancer du sein. Parce que malheureusement, je pense que c'est une épidémie silencieuse, en fait, le cancer du sein. C'est les cancers en général. Et j'ai voulu, en fait, trouver un angle culinaire. Donc, on est plutôt du côté du quotidien et finalement, qu'est-ce
qu'est-ce qui m'a fait tenir pendant cette année? C'est les petits plaisirs de la vie, en fait. Hein. Et la nourriture, c'est le plaisir le plus accessible. Voilà. Quand je parlais de pain tout à l'heure, tout le monde peut aller dans une boulangerie, s'acheter une bonne baguette. De pain. Vous aviez une idée très précise de ce qu'allait être cette bande dessinée dès le départ. Alors oui, et donc là je rejoins le spécialiste de littérature. En fait, comme il fait 368 pages, il fallait que je garde le rythme, le tempo, parce il fallait que je garde mon lecteur sur 368 pages. Donc, je suis tombée par hasard dans une librairie d'occasion sur le facsimilé des plans et scénarios de Madame Bovary de Flaubert. Oui. Oui. Donc c'est de la génétique textuelle. Oui, je vois bien. Et donc j'étais fascinée parce que Madame Bovary, c'est l'un de mes romans préférés que je relis tous les 10 ans. Et à chaque fois, je trouve des nouvelles choses. Et ce qui m'a fascinée dans ces plans et scénarios, c'est que finalement, sur une page, sur 10 pages ou sur tout un livre, la structure est la même. Et la structure chez Flaubert était très importante. Ah oui. Et donc, c'est la première fois que je fais ça pour une BD. J'ai écrit vraiment toute une partie très structurée, acte 1, acte 2, acte 3. Et en même temps, je me suis laissé une part d'improvisation. C'est là que je rejoins le jazz. Parce qu'au départ, La vie gourmande devait faire 250 pages. Donc faites le calcul. Il y a une inflation. Il y a eu beaucoup de gourmandise. Ouais, exactement. Et ça parce que j'aime bien, alors c'est là qu'on parle du canevas du jazz, c'est-à-dire que j'aime bien improviser. Alors pour improviser, il faut avoir un canevas solide. Donc ça, c'était avec mon scénario. Mais en fait, je me laisse guider par le dessin. Il y a des idées qui viennent parce que j'ai fait un dessin. Ouais. Voilà. Christophe Meuret, ça vous inspire quoi comme commentaire? Vous qui avez étudié Émile Verhaeren, mais qui est un docteur en littérature, qu'une autrice de BD aille relire Flaubert, ça vous fait plaisir, ça? Oui, ça me fait plaisir, surtout Flaubert. J'ai un amour aussi infini pour Madame Bovary, et il se fait que j'ai eu la grande chance d'avoir comme professeur à l'Université Saint-Louis, ici à Bruxelles, la toute grande spécialiste de Flaubert, qui a fait l'édition de la Pléiade et qui, de surcroît, avait fait sa thèse sur la jeunesse de Madame Bovary. Et j'ai eu sa dernière année de cours, ce qui fait que j'ai eu cours sur la jeunesse de Madame Bovary. Donc je vois très très bien ce dont il est question. Et je trouve ça extraordinaire. Parce que c'est vrai que c'est une question, hein, la création. Est-ce qu'on programme tout à l'avance ou est-ce qu'au contraire, on se laisse aller complètement envers l'inconnu? Et il y a vraiment... Je ne dirais pas deux écoles, mais rares sont les auteurs, écrivains ou autres d'ailleurs, dessinateurs, je veux dire, ça reste le même métier artistique, qui parviennent à conjoindre les deux d'une certaine façon. Ce n'est pas si fréquent, je pense. Ouais. Alors, je voudrais qu'on regarde quelques dessins, Aurélia, et qu'on commente un petit peu votre trait, votre style. La technique, c'est quoi? Il y a du noir et blanc, il y a des taches de couleur. Expliquez-nous comment vous travaillez. Alors, La vie gourmande est mon livre le plus expérimental parce que comme j'ai mis 3 ans à le faire, j'ai voulu aussi qu'on sente l'évolution de mon dessin entre la première et la dernière page. Ma technique principale, c'est du feutre à pigment, pour pouvoir faire de l'aquarelle dessus. Après, j'ai beaucoup utilisé là, c'est de l'aquarelle directe. Là, le pot-au-feu de ma grand-mère. En fait, tout ce qui est nourriture est en couleur. Après, il y a quelques transgressions de ce code, mais là, par exemple, c'est... voilà. Là, vous voyez la cuisine qui est tout en noir et blanc, et là, je sais pas, le petit rôti qui est en couleur, et les carottes derrière. Et j'ai aussi utilisé beaucoup de crayons de couleur. Bon, là, c'est du crayon, par exemple. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Et en fait, vers la fin du livre, je me suis mise à la peinture chinoise et japonaise, parce qu'il y a vraiment il y a quelque chose dans le lâcher-prise que j'aime bien. C'est une technique très difficile. Hein. J'ai pris des cours. Heureusement, j'avais pris des cours de calligraphie au Japon. Quand j'ai vécu 3 ans au Japon, donc j'étais familière avec le pinceau. Mais c'est toute une philosophie. Parce que, bon, là c'est encore de l'aquarelle ça c'est ma technique principale. Ouais. Mais dans la technique de la peinture chinoise et japonaise, il y a quelque chose de... Voilà, on ne peut pas maîtriser l'encre, on ne peut pas maîtriser tous les paramètres. Donc à un moment, il faut se dire qu'on est maître de rien. Et je trouve que c'est une belle philosophie de vie parce que c'est pareil. Moi, avant d'avoir mon cancer, j'avais mes projets et tout ça. Et puis tout à coup, tout est bouleversé. Et il faut quand même bien vivre. Et voilà, c'est pour ça que ça rejoint aussi l'improvisation. Hein, c'est-à-dire, on passe notre vie à improviser. Et c'est illusoire de penser qu'on a un quelconque contrôle sur notre vie. Aurélia, est-ce que vous êtes d'accord, en tant que lecteur? Moi, j'ai eu l'impression que le début de votre bande dessinée, on est avec un trait relativement nerveux
très précis, très BD documentaire, et qu'au fur et à mesure que votre récit avance, votre plume, vos pinceaux, vos feutres se délient, et qu'on est avec un trait qui est plus souple, une ligne plus claire, un peu plus fluide, plus d'arrondi. Je suis très contente que vous remarquiez ce trait parce qu'effectivement, quand je suis dans le feu de l'action, c'est-à-dire que voilà, je suis dans la cuisine de Pierre Gagnère, il y a 20 cuisiniers, il faut que je trouve ma place déjà, il ne faut pas que je gêne les cuisiniers, il faut que j'aille vite. Donc effectivement, il y a quelque chose dans le dynamisme du dessin. Et moi, j'ai toujours, alors c'est pour ça que je me définis comme scénariste avant dessinatrice, parce que j'adapte toujours le dessin à ce que j'ai envie de dire. Si j'ai envie de raconter quelque chose de net, précis, je vais utiliser un trait net et précis. Et si j'ai envie de parler d'émotion, alors déjà je vais peut-être mettre de la couleur et puis de flou, parce que quelquefois nos sentiments, même à nous-mêmes, nous sommes flous. Voilà, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Et le dessin est toujours au service du scénario. Ouais. Alors, je voudrais qu'on parle d'un autre élément de ce récit, parce qu'il est très très riche. Il y a 368 pages, mais il y a énormément de choses dans cette BD qu'on recommande chaleureusement. Il y a aussi toute une réflexion sur le rapport aux autres, à l'amitié, à l'amour. Je signale que vous aviez fait une bande dessinée qui vous avait rendu célèbre, qui s'appelait Fraises et chocolat, qui parlait surtout de libido ou d'érotisme. Le libido, c'est un terme général, hein, c'est le désir d'aller vers l'autre, vers quelque chose. Ouais. Est-ce que la gourmandise peut remplacer la libido ? Ça dépend des époques, ça dépend des âges aussi, hein, mais pour moi c'est la même chose, c'est le même sentiment de sortir de soi. C'est ce qui le désir, c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui nous fait, pas seulement rechercher des partenaires sexuels ou rechercher un bon repas, mais aussi c'est la curiosité, le désir de lire, le désir de découvrir des univers, d'être émerveillé. Et il y a aussi une dimension. Alors je vais mettre plein de guillemets, vous allez peut-être pas être d'accord avec le terme féministe. Oh, tout à fait. Ouais. Revendiqué. Parce que vous vous éloignez un petit peu des hommes et de l'amour ou de la sensualité pour découvrir l'importance que vous pouvez accorder à l'amitié et à la sororité. Vous croisez plusieurs femmes très inspirantes dans ce récit qui est vraiment très très riche. Oui, j'ai la chance d'avoir des amis avec qui j'ai des discussions superbes sur le féminisme. Moi, je pense notamment à Mona Chollet, on est amis depuis une dizaine d'années maintenant. Et c'est vrai que je grandis avec ces femmes. Il y a aussi Jeanne Chéral. Jeanne Chéral, vous la rencontrez comment ? Par hasard dans un restaurant. Et c'est avec elle que vous refermez cette bande dessinée aussi, hein ? Tout à fait. C'est avec elle que vous allez à la Grenouillère pour goûter les plats. Oui, pour fêter la fin de mon cancer, pour fêter ma guérison, effectivement. Ouais. Je vais demander à Maxime Blaisin de prendre le livre. J'ai mis un petit signet. Et alors, je vais proposer à Maxime de lire. J'ai deux suggestions. On est justement à un petit signet jaune. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous lire un des petits passages que j'ai renseignés ? Oui, avec plaisir. Mais comme il y en a deux, je regarde. Choisissez celui que vous voulez. Eh bien, Mauvaise herbe dorade. 2 cylindres de concombre contenant des morceaux de pommes et de dorade crue, le tout recouvert de végétation comme un terrain vague. Les mauvaises herbes sont indéchiffrables, leur goût est très délicat. Mes souvenirs d'anciens cours de botanique me permettent de distinguer des sommités fleuries d'ombellifères. On m'a appris à me méfier de cette famille où toutes les plantes se ressemblent. On croit manger de la carotte ou du cerfeuil sauvage. On meurt intoxiqué par de la ciguë. Alors Aurélia, on est dans une description d'un menu à la Grenouillère. Ça prend plusieurs pages. Vous nous expliquez vraiment par le menu ce qu'il y a dans ce menu. Oui. C'est très intéressant, salivant, ça donne vraiment envie d'aller dans ce restaurant. Et il y a quelque chose de très particulier avec ce cuisinier, parce que vous l'interviewez à la fin, c'est qu'il veut être sur le fil. C'est-à-dire qu'il explique, moi je ne veux pas faire que du bon. Oui. En fait, Alexandre Gauthier, j'ai eu la chance de le rencontrer après avoir goûté sa cuisine, parce qu'il était disponible, il était dans la cuisine. On était les dernières clientes et c'était un moment très intime. Et il a commencé à nous dire sa vision de la cuisine. Donc il disait, c'est facile de faire bon, je refais ces gestes, de faire très bon, voire très très bon. C'est beaucoup plus difficile d'être sur le fil. Et en fait, ce qu'il recherche lui, c'est pousser le plat jusqu'à la limite, après laquelle il ne sera plus bon. C'est-à-dire de trouver son point de vulnérabilité.
Et ça, je trouve ça, mais c'est d'une beauté et d'une poésie incroyable. En fait, c'est quelqu'un qui se donne des défis, en fait, finalement. Et notamment, Les mauvaises herbes, le passage que vous avez choisi, c'est très révélateur de la cuisine d'Alexandre Gauthier. Voilà. Parce que, en fait, qu'est-ce qui définit? C'est l'homme qui définit qu'une herbe est bonne ou pas. Mais il y a beaucoup de... En fait, on peut trouver, il suffit de connaître, voilà. On peut trouver dans la nature des plantes et c'est pas des goûts qu'on connaît, pas forcément, mais lui, il explore ça. Quels sont les goûts qu'on ne connaît pas encore? Voilà, et ça s'appelle la curiosité. Voilà. On espère qu'on vous a donné envie de lire cette bande dessinée Envie gourmande, Aurélia Orita, d'écouter le disque de Maxime Blaisin, Organic Matters, et de découvrir ou redécouvrir des textes de Émile Verhaeren dans ce recueil préparé par Christophe Meuret. On va se quitter avec un micro ouvert. C'est le principe de cette émission, de finir à chaque fois avec un artiste émergent. C'est Emmanuel Philippe qui va nous dire un texte de son cru. Ça s'appelle La Diseuse. Emmanuel Philippe. Et si dire devenait un art? Je suis diseuse. On dit que les mots ont un pouvoir. On dit que la parole se libère et que les femmes sont sous le réverbère. Depuis longtemps, elles ont bien des savoirs à transmettre, et il est temps. Je suis diseuse, responsabilité sociale des femmes d'ouvrir des voies sans plus fermer leur gueule. Des mots pour changer la réalité, poétesse, conteuse, experte, théoricienne, littératrice, autrice, précurseuse, sorore, slameuse. Je suis diseuse. On dit que ce qui est tu, tue. Je suis diseuse plutôt que tueuse. Dire ce qui est entre les lignes pour sortir des rangs. Parler pour faire perler des nouveaux éclats de réalité. Dire pour ne pas être sourde à soi-même, pour ne pas se suffire de ce qui encore pourrait nuire. Diseuse de bonne aventure, mais pas que, car le futur ne fera pas l'économie de quelques ratures. Le discours, ce qui est dit et qui court, à travers les bois de l'imaginaire. 10, courir pour le rattraper et en faire un nouveau petit coin de vérité. Dire comme une première naissance, à révéler ce qui flottait en errance dans le champ de la conscience. Dire pour défaire les malédictions, qui ne sont autres que ce qui a été mal dit. Braver l'invisible, l'indicible, traiter chacune des archives qui ont été classées aux oubliettes du déni. Parce que la levée du secret dénoue la honte. Dire comme des feux d'artifice, dire comme des cerfs-volants, et pourtant sans artifice, juste en suivant de l'âme l'élan. Dire en avalanche comme une pluie de mots mouille une page blanche. Diseuse. Dire pour ne pas faire semblant et pour engager de nous ce qu'il y a de vaillant. Dire haut et fort ce que certains pensent tout bas peut-être à tort. Le faire sans réticence, car dans les abus de silence peut se perdre le sens. Et sans essence, car c'est trop cher et nos gorges, elles, s'en balancent. Dire et dire encore sans certitude, mais au moins tenter une sortie de la grotte des inquiétudes. Le tout sans crier gare, car au détour d'un cri, il suffit de peu pour que l'on ne s'égare. Dire sans attendre, car le temps presse, de la boue, des tabous, déjà, nous en avons jusqu'aux fesses. Dire sans concupiscence, bien que, et si dire pouvait me payer l'essence. Dire sans repentir, car à confesse, on n'a pas bonne presse. Dire sans se retenir, car nous finirons par exploser, et sur les murs du sang mêlé de mots. Dire sans compresse, même s'il n'y a que la vérité qui blesse. Le faire sans catalogue, car les bons mots ne s'achètent pas comme des drogues. Et sans épilogue, car on ne résume pas tout ce qu'un esprit vogue. Mais il trouve mur à rebond qui le façonne dans le dialogue. Dire sans pourrir, mais parfois juste pour rire. Sans analogue, car on n'a jamais vraiment pris le même train que son voisin. Mais pouvoir dire, c'est réciproque, parce qu'il ne faut pas toujours être dans la provoque. Puis dire sans décalogue, car on n'enferme pas les gens dans 10 commandements.
Enfin, dire parce qu'on a exploré et que ça ne vaut pas grand-chose tant qu'on ne l'a pas partagé. Puis, dire sans se redire, même si c'est raide parfois ce que les mots ont à traduire. Dire pour ne pas mourir. Je suis diseuse et je voulais vous le dire. Diseuse, un texte d'Emmanuel Philippe. Diseuse, c'est le métier qu'essaye d'inventer Emmanuel Philippe, qui consiste donc à écrire, dire, rendre compte des événements qu'elle vit sous cette forme littéraire. Vous pouvez la contacter et aussi voir l'ensemble de ses créations sur sa page Facebook, Corps Texte en 2 mots avec un tiret pour retrouver donc cette page Facebook d'Emmanuel Philippe. C'était Connaissez-vous. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine.